Alors ici, je vais voir donc la pulsation propre d'un ressort. Pulsation propre d'un ressort, où on a attaché une masse. Hein. On va attacher, donc j'ai un ressort comme ceci. Voilà, je vais attacher une masse à son extrémité. Alors, la particularité de ça aussi, c'est que c'est un ressort horizontal. Attention à ça. Parce que les lois pour le ressort vertical ne sont pas tout à fait les mêmes. Attention à ça. Parce que pourquoi? Parce que je vous rappelle que quand vous avez voilà, un pendule, avec une force de rappel aussi, on a une force de rappel sur un pendule, une force de rappel qui est dite élastique, il faut voir la loi, ce qu'on appelle la loi de Hooke. Voilà, c'est la loi de Hooke. Eh bien, il y a une force de rappel. Hein. Bon, ici, on a une tige qui est, comment on appelle ça, rigide. Alors que là, on n'a pas le ressort, c'est pas rigide. Quoiqu'on peut avoir différents types de ressorts en fonction de la constante de raideur, ce qu'on appelle la constante de raideur du ressort. Un ressort n'est pas l'autre. Constante de raideur du ressort. Alors on peut avoir suivant les applications, bien sûr, on peut avoir des ressorts souples. Je pense au bic. Dans les stylos, on se retrouve avec des petits ressorts très souples. À ceux des véhicules, voire des camions, les ressorts de camions. Alors les ressorts de camions, c'est des lames hein, qui sont pliées, qui sont rassemblées entre elles. Ce sont des grosses lames. Ah, bon, voilà. Donc les ressorts, il y a ceux, par exemple, vous avez le Macpherson qui est un piston avec un ressort. Et là, la constante de raideur de rigidité est grande. C'est normal parce que bon, euh, on demande, on ne demande pas d'avoir un ressort qui soit souple et qui fasse bing, c'est-à-dire un mouvement continu. Hein. Bon, c'est pas ce qu'on demande. Avec une grosse charge sur un ressort, on ne demande pas que ça fasse ceci. Il faut amortir tout de suite. Donc, il faut un gros ressort, voilà, avec une grosse constante de ressort, de rappel. Associer bien sûr un piston pour avoir la dynamique justement d'amortissement la plus courte possible. Hein. Le tout c'est d'amortir de manière la plus courte, avec un temps très court. C'est ça qu'on demande. C'est pas de faire éternellement, je veux dire, ceci. Voilà, tout un. Et puis si vous repassez sur une bosse, on est reparti. Bon, c'est pas ce qu'on demande. Hein. Voilà. Alors je rappelle que ça c'est propre au véhicule, mais avant c'était les carrosses, ça faisait mal au dos quand ils faisaient des kilomètres. Voilà, des kilomètres à traverser des chemins, voilà, des, des pistes, et je veux dire, voilà, des prairies. Bon, ça fait mal au dos parce qu'à un moment donné, le carrosse il va dans tous les sens, il n'y a pas le système d'amortissement. Hein. Il n'y a pas le système d'amortissement. C'est pour ça qu'on a pensé au système d'amortissement pour éviter d'avoir mal au dos dans par exemple, des longs trajets. Dans des longs trajets. Alors, comme je disais, bon, je vous rappelle qu'ici, la pulsation propre, on a une pulsation propre, oméga 0, voilà. Tout d'abord, je vous rappelle que c'était égal à 2pi racine de L sur G. Donc là, vous voyez que on a la gravitation qui joue. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose voilà, qui est vertical. On va dire ça comme ça. Alors, si je devais mettre un ressort vertical, effectivement, là, j'aurai un paramètre de gravitation qui va jouer aussi. Hein. Voilà. Bon, mais ici, je me pose, on se pose voilà, en ressort horizontal. En ressort horizontal. Alors, on accroche bien sûr une masse, et donc le système, il est là. Donc, il est constitué d'un ressort que je vais appeler R et du masse M. Alors, le ressort, il est voilà, défini par sa voilà, constante de raideur du ressort. Alors s'il est difficilement comprimable ou facilement comprimable en fonction de K. Alors bien sûr on accroche une masse. Et donc le système c'est ça. Le système il est ainsi défini. Et alors la particularité c'est qu'il est horizontal, donc je vais mettre un axe X comme ça. Bon. Alors, vous savez très bien que si vous mettez ceci, un pendule oscillant, vous allez avoir un mouvement harmonique, c'est-à-dire une fonction y de t est égale à sinus oméga t. Bon, plus phi, hein. S'il y a décalage, vous avez plus phi.
Bon, bah ici, vous allez avoir la même chose, parce que le ressort va osciller. On peut avoir un système entretenu, pour autant qu'on l'entretienne, bien sûr, parce que sinon, il va s'amortir, il va s'arrêter. Alors, pour éviter, bon, l'amortissement, ben, on va essayer de ne pas avoir de force de freinage. Donc, on va ici nier, on va prendre comme hypothèse qu'on va nier les forces de freinage. Donc, hypothèse, très importante pour que le mouvement se fasse bien de manière harmonique. Je m'excuse. Donc, pour maintenir un mouvement harmonique, bon, il faut des hypothèses bien particulières pour éviter, je dis qu'il y a un amortissement et que ça s'arrête, bon, ça ralentit et que ça s'arrête. Donc, pour ça, il faut vraiment bien penser des conditions, je veux dire, je veux dire, on va dire idéales, des conditions idéales. C'est-à-dire qu'on a l'absence de frottement ici. Pour avoir un mouvement harmonique, on va considérer qu'on a l'absence de frottement. Absence. Je crois que c'est avec CE. Absence de frottement. Et en plus de ça, on va se dire que, par hypothèse, on va se dire aussi qu'on a une force élastique. Force élastique, c'est ce qui va induire, décrite suivant la loi de Hooke. On va dire ça comme ça. Et donc, grâce à ça, on pourra se dire qu'on aura un mouvement. Ah oui, ici, je vais le placer sur un axe Y. Hein. Ou plutôt, ouais, bon, sur un. Bon. Ouais, bon, c'est un petit peu délicat de discuter de ça, mais. Enfin, bref. Je vais considérer que le signal, c'est X de T. X de T. On va dire ça comme ça. Et donc le signal vaudra A sinus oméga t plus phi, puisque c'est un signal harmonique. Pourquoi? Parce on a un point de repos ici. Voilà, bien sûr, qui est la masse. Hein, la masse est ici, un point de repos.
on va l'allonger, il va s'allonger, il y aura une force de rappel élastique qui va l'entraîner vers la marche arrière, et puis le ramener en position de repos, mais avec l'inertie, il va continuer son chemin, voilà, et puis après, il va s'arrêter, voilà, et puis après, il y a une force de rappel qui va dans l'autre sens, il ne sait pas s'arrêter directement au point de repos, puisqu'il a une certaine inertie, donc l'inertie va faire en sorte qu'il va faire des allées, des va-et-vient, voilà, là, si on a une force d'inertie, la force d'inertie est la force de rappel est entraînante. La force de rappel est entraînante et on ne sait pas l'arrêter, je veux dire, au point de repos. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer. Donc, il y a une certaine forme, voilà, d'inertie qui va faire en sorte qu'on n'aura pas de freinage, je veux dire, on n'aura pas un arrêt direct. Il va continuer son chemin. Et donc, ça va entraîner quoi? Ben, un mouvement de va-et-vient, bien sûr, en l'absence de frottement. On aura et d'une force parfaitement élastique. On aura, je veux dire, un mouvement de va-et-vient qui sera un mouvement harmonique, c'est-à-dire qui va décrire une sinusoïde, qui va décrire un mouvement continu, propre. Alors, quand je dis propre, c'est on aura par exemple 3 fois sinus et 3 fois sinus x, voilà, commençant en 0. On aura un signal comme ça, voilà. On aura un signal comme ça. Alors, donc, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on a? Le système, on a un objet. Le système, c'est, on a un objet adossé à un ressort de... Voilà. Alors, quand vous avez un ressort comme ceci, ça c'est l'état de repos, hein, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. État de repos, ou ce que j'appellerais état d'équilibre. État de repos ou état d'équilibre. Bon, alors, bon, ici on a attaché le ressort à une cloison. L'état de repos il est là. C'est une masse M avec un ressort K. Donc comme j'ai dit, les frottements il n'y en a pas ou ils sont négligeables. Le mieux c'est de dire qu'il n'y en a pas, de telle manière à avoir un mouvement voilà, de va-et-vient qui est purement sinusoïdal, un sinusoïdal pur sans perte. On n'a pas le mouvement est entretenu à ce moment-là. Et que aussi on a la loi de Hooke, on a un ressort parfaitement élastique. Et voilà, donc dans ces deux conditions-là, ben, on peut avoir un mouvement, je veux dire, qui est dit harmonique, c'est-à-dire avec une sinusoïde. Alors, dire qu'on a, prendre comme hypothèse qu'on a une force de rappel, ben, on a la loi de Hooke. La loi de Hooke, alors pour ça, oui, avant toute chose, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous tirez par là, ben, on allonge le ressort. Ça, c'est allonger le ressort. Ben, si vous tirez dans ce sens-là, par rapport à l'état d'équilibre, si vous tirez dans l'autre sens, vous allongez le ressort. Maintenant, si vous poussez dans l'autre sens, ben, on n'allonge pas, on comprime le ressort. Voilà. Bon, ici, on va pas tirer si vous allongez trop fort, vous pouvez déformer, hein, parce qu'il y a la loi de Hooke. La loi de Hooke, bon, c'est une espèce de courbe comme ceci, à un moment donné, si vous allez trop loin dans sa zone voilà, élastique, vous n'avez plus une zone linéaire. Hein. Ici, on est en zone linéaire, parce que après, il y a plusieurs zones, et ça va finir par se casser. D'abord, après, on va avoir une déformation permanente, et puis il se casse. On va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que la loi de Hooke, c'est une zone linéaire. On a une parfaite élasticité, on a une parfaite linéarité. Voilà. Et cette linéarité, justement, elle est donnée par la force de rappel. Elle vaut K fois X. Si on considère voilà, le ressort, le système parfaitement élastique. On a voilà, K fois X. Bon, et alors, maintenant, si vous mettez, qu'est-ce que c'est que le X? Ben, c'est le sens où on va allonger. Alors, ça veut dire qu'on doit positionner un axe, la dynamique. En fait, on étudie ici une certaine forme
de dynamique, c'est la dynamique du système ressort masse. Et ce qui va se passer, c'est que si vous mettez un axe X comme ceci, bien sûr, là, on va modifier l'état d'équilibre en allongeant le ressort et en déplaçant la masse M. Elle est déplacée. Vous voyez que l'état de repos, il était ici. Maintenant, on se retrouve avec un ressort allongé, une masse éloignée. Donc, on aura une force de rappel qui aura tendance à ramener voilà, à l'équilibre. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas l'équilibre. Parce qu'arrivé à l'équilibre, il aura une certaine inertie qui va dépasser ça et va se remettre de l'autre côté. Et après, bon, il va commencer à faire un effet de balancier qui est voilà, un système, enfin un mouvement, on va dire, dit harmonique. Voilà. Et dont la durée, pour faire une oscillation, est ce qu'on appelle la période. Et cette période, justement, c'est la période propre justement du système parce qu'il dépendra de M et de K. Le T0 dépend et fonction de M et de K. Et donc, justement, ici, je vais chercher l'oscillation propre. Ben, si T0 dépend de est fonction de la masse et de K, donc c'est-à-dire des propriétés du système, propriétés géométriques du système, parce qu'on a la masse, c'est une propriété physique, mais le K, c'est une propriété aussi physique l'un du ressort et l'autre de la masse. Le N, c'est la masse du corps. Alors, donc, vous voyez que T0 est fonction de M et K. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la pulsation, on aura une pulsation propre si la période T0 est fonction de la masse et de K, ben, ça veut dire que la fréquence est aussi fonction de la masse et de K. Mais ça veut dire aussi que la pulsation est fonction de la masse et de K. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pulsation propre, dépendant de ce que vous avez placé comme type de ressort, voilà, en fonction de la constante de raideur du ressort et de la masse. Le F0, c'est la fréquence propre du ressort, et T0, c'est la période propre du ressort. Et donc quand vous mettez un axe, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la force de rappel, elle est dans le sens contraire. Voilà, la force de rappel, qui est ici, voilà, FR, est dans le sens contraire de l'axe. Donc on aura moins KX. Voilà, la force de rappel vaut non pas KX, mais moins KX parce que, bon, on l'a allongé. On l'a allongé, donc FR est égal à moins K fois X. Alors je pourrais mettre, sur l'axe, je pourrais mettre un vecteur de base qui est UX. Voilà, bon, je pourrais écrire ceci, voilà, dont l'intensité, FR, vaut K fois X. Alors bien sûr, vous aurez compris que c'est X de T, parce que la position de la masse est dépendante de là où est le ressort à un instant donné. À un moment donné, il sera là. Voilà, la masse, elle est là. La masse, elle bouge. La masse, la position de repos de la masse, supposons que si je prends par rapport au centre de gravité de la masse, je fais passer un axe. Ça, c'est voilà, le X0. Ben, là, il sera en X1. Et là-bas, il sera en X2, qui seront les amplitudes. On aura l'amplitude maximale, par exemple, qui sera A sinus oméga t plus phi. Voilà. Mais ici, il n'y a pas de déphasage. S'il n'y a pas de déphasage, c'est A sinus oméga t. Voilà, s'il n'y a pas de déphasage, voilà, c'est X de t. X de t. Mais ça veut dire que vous pouvez à tout moment trouver la position où se trouve le. Si vous connaissez la fonction là, à tout moment vous savez où se trouve la position xi de la masse. Puisque en fait vous connaissez sa loi et vous connaissez le temps ti pour lequel vous allez le mettre, vous allez avoir le xi. Donc on peut trouver toutes les positions la position 1, on peut trouver la position à un instant donné, voilà, de la masse où elle se trouve en fonction bien sûr de, puisqu'on connaît la fonction, la fonction elle est connue. Enfin, elle est connue. Donc si on connaît la fonction, qui est une fonction harmonique, c'est une fonction sinusoïdale, c'est une fonction qui est dépendante du temps, oméga t plus phi. Voilà. Oméga, c'est la pulsation, voilà, de départ, c'est oméga 0, qui dépend du système où je vous ai dit qu'il était interdépendant de la masse et de K, la masse de K. Et d'ailleurs, le but de la manœuvre ici, c'est de chercher que vaut la pulsation propre du ressort. C'est ça la manœuvre. C'est de chercher que vaut la pulsation propre du ressort. Alors,
euh, bon, la constante de réduire du ressort, parlons un petit peu de la constante de réduire du ressort. Je rappelle que f est égal à kx, donc on peut dire que k est égal à f sur x, c'est-à-dire f est donné dans le système MKSA en mètres, et f est donné en newton. Donc vous voyez que la constante de réduire du ressort est donnée en newton par mètre. Alors un dynamomètre qui mesure les forces, c'est un système à ressort. Hein. Un dynamomètre, c'est un système à ressort. Ça mesure, voilà, les forces. Ça mesure les forces, ou voire des poids. Ça mesure des poids grâce à un système de ressort. Alors on a un allongement et on a un système ici avec un K qui est connu. Le K il est connu. L'allongement, il suffit de le lire. Vous lisez l'allongement ici, combien de centimètres d'allongement par rapport à un zéro, voilà, qui doit être bien sûr bien réglé. Dans tout appareil, le zéro doit être bien réglé. C'est le réglage du zéro. Voilà. Et puis, vous lisez le nombre de centimètres. Vous avez la constante de réduire du ressort. Vous savez trouver la valeur du poids. Et de toute façon, il y a une association, voilà, poids, centimètre. Hein. Une association, voilà, de newton, les newtons d'un côté en lecture par rapport au centimètre. Bon, il y a ça aussi. Hein. Bon, il n'y a pas besoin de faire de calcul. On peut faire le calcul si vous connaissez la constante de réduire du ressort. On sait la trouver facilement, parce qu'il suffit de prendre une mesure. Voilà, vous connaissez le poids, vous mettez un poids connu. Voilà, vous regardez le nombre de centimètres et vous savez trouver. Voilà, si vous mettez un poids connu, donné, n, vous connaissez l'allongement en centimètres, vous savez trouver directement le K. Par approximation, voilà, on peut faire 2-3 mesures, vous faites une moyenne et vous allez voir combien elle fait. Voilà, vous aurez plus ou moins la valeur du K. Voilà. Mais en général, ça ne passe pas comme ça, ça se fait, on ne fait pas de calcul. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a une lecture directe en newton. Hein. Il va vous indiquer, d'un côté il a les centimètres et de l'autre côté il y a les newtons. Donc il n'y a pas à faire de calcul, il suffit juste d'avoir, de prendre voilà, la lecture, où se trouve voilà, le ressort à partir duquel, à partir du moment où là il s'est allongé, ici s'est allongé de là à là, là il y a une lecture en newton, il suffit de lire. Bon. C'est comme ça que ça se passe avec le dynamomètre. Alors, autre chose sur cette constante de réduire du ressort, F égale Kx. Si, on va dire, K est grand, ben, ça veut dire qu'il faut exercer un effort plus important pour créer un allongement donné comparé avec, bien sûr, un ressort de K plus faible. Il faut faire des comparaisons. Voilà. Prenez des différents types de ressorts avec un K1, un K2. Si K2 est plus grand que K1, ça veut dire que pour le même allongement X, que je vais appeler X1, X1 et là-bas X1, là j'aurai K1X, K2X, et on a X1 égale X1 ici, voilà. Donc, mais ici, K2 est plus grand que K1, donc fatalement, ici, la force ici, pour allonger, est plus grande, F2 est plus grand que F1. Donc il faut pourra faire le même allongement en distance, mais il faudra pratiquer une force F2 plus grande que F1. Il faudra pratiquer une force F2 plus... Donc là aussi, on sait le voir par comparaison. Donc pour exercer, si le K est grand, plus le K est grand, ça veut dire qu'il faut exercer plus d'efforts pour créer un allongement donné comparé avec un ressort de K plus faible. Pour le même allongement, hein, X1, X1. Pour le même allongement. X1, X1. Voilà. Alors maintenant, comment je vous ai parlé de ressort de système avec ressort horizontal. Un ressort horizontal n'est pas un ressort vertical, je vous le dis tout de suite. Un ressort horizontal, enfin un système avec ressort, avec masse bien sûr, ressort horizontal n'est pas un système avec ressort et vertical. Pourquoi? Parce qu'ici la gravitation va interagir, alors que là, il n'y a pas de gravitation qui interagit. Alors, maintenant, le problème, on peut mettre des équations, mais le problème, c'est que il y a des outils mathématiques, je vous le dis tout de suite, et il y a quelques outils mathématiques qui peuvent vous aider là-dessus, notamment les équations différentielles. Les équations différentielles peuvent vous aider. Mais le problème, c'est que tout le monde ne connaît pas les équations différentielles, et que les équations différentielles, le problème, il faut savoir les résoudre. Bon, parce que le fait de mettre en équation
par l'entremise d'une équation différentielle, ben, je veux dire, il faut savoir résoudre l'équation différentielle. Bon, on tombe sur des équations simples, différentielles, je vous le dis tout de suite, mais je veux dire, il faut savoir les résoudre. Donc, c'est pas donné à tout le monde les équations différentielles. Bon, ça dépend les niveaux des personnes, parce que les ressorts peuvent être vus en 5e, 6e année, mais peuvent être vus en supérieur. Et en supérieur, c'est d'office la théorie des équations différentielles qui anime, si vous voulez, les explications des ressorts. Alors qu'en 5e, 6e, on essaie d'éviter les équations différentielles parce que, bon, les gens ne savent pas les résoudre. Il y a des méthodes de résolution des équations différentielles, donc on évite ça en 5e, 6e. C'est pas les équations différentielles ne sont pas, je veux dire, dans le programme de 5e, 6e année du secondaire, mais elles le sont voilà, dans les études de type universitaire, voire universitaire. Donc, le ressort est vu avec une masse, soit en horizontale verticale, par les équations différentielles, des moments où c'est de type universitaire, voire universitaire. En dessous, ben, on essaie d'éviter. Alors, dans un premier temps, moi, je vais essayer d'éviter. Je ferai une vidéo qui va concerner, je veux dire, les équations différentielles avec la résolution et tout ce qui va avec, les énergies et tout ce qui s'ensuit pour le ressort horizontal et pour le ressort vertical. Donc, je ferai toute l'étude complète pour le ressort horizontal et pour le ressort vertical avec tous les deux avec les équations différentielles. Bon, avant toute chose, bon, bien sûr, c'est une question de dynamique. Hein. C'est une question de dynamique. Qui dit dynamique dit somme des forces égale ma. Voilà, on va traiter sur base de ça. Alors on aura un repère, ici il sera horizontal, et ce que là, le repère il sera vertical. Voilà. Voilà. Et on a un mouvement harmonique, je vous le dis tout de suite. On aura un mouvement harmonique. Du ressort aussi bien horizontal que vertical. En présupposant les hypothèses que j'ai dit lors de Hooke, c'est-à-dire qu'on ressort parfaitement élastique et pour avoir une force de rappel élastique, on a un corps élastique, voilà, et on a l'absence de frottement. Voilà. Donc, dans les deux cas de figure, on fera des hypothèses de telle manière à ce qu'il n'y ait pas, voilà, quelque chose qui va venir mettre un frein au mouvement. On en essaiera d'avoir un mouvement qui est purement, je veux dire, sinusoïdal, dans les deux cas de figure. Deux cas de figure. Voilà, simplement ici, ce sera x de t, là-bas, c'est y de t. Enfin, ça dépend comment, ouais, y ici, j'ai mis y, donc ce sera y de t. Alors, donc on sait bien qu'on a par hypothèse un mouvement harmonique. Voilà. Donc, si je veux éviter les... comment on appelle ça, les équations différentielles, alors de deux choses l'une, de toute façon, que je veux les éviter ou je veux les poser, les équations différentielles, il faut toujours partir de la loi de la dynamique, F égale ma. Voilà, alors, F égale ma, bon, la force c'est quoi? C'est moins Kx, c'est la force de rappel. Moins Kx est égal à M A de t. Mais A de t, on a un signal harmonique. Voilà, un signal harmonique, vous connaissez, on sait bien que l'allongement x de t vaudra A cosinus oméga t, enfin, je m'excuse, sinus oméga t plus phi. Voilà. Alors ça c'est x de t. Mais maintenant, si vous voulez la vitesse, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Là on a la vitesse. Si vous dérivez ça, c'est a oméga. Dérivée de sin, c'est cos oméga t plus phi. Et maintenant, si vous voulez l'accélération, vous redérivez une seconde fois x de t par rapport à dt carré. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir moins a oméga carré sinus oméga t plus phi. Voilà. Donc, et là, ben, M, on connaît, et l'accélération, on la connaît. C'est l'accélération, c'est un signal harmonique pour lequel il est accéléré. Voilà, il est accéléré. Il est accéléré avec une certaine accélération qui est une accélération tangentielle. Enfin, une accélération. On a une accélération, voilà, je m'excuse, ici c'est une accélération, non pas tangentielle, mais parce que tangentielle, c'est je pense au pendule où l'accélération est variable ici en tangentielle, mais ici c'est pas le cas. Ici c'est une accélération bien sûr qui est une accélération de type sur l'axe des x. Ça va faire comme ça.
Allez, ça va aller-retour, aller-retour. Ça vient, ça vient, ça va, ça vient, avec une certaine forme d'accélération. Pourquoi ça va? Pourquoi une accélération? Parce que le corps il s'arrête à un moment donné. Il est lancé au départ avec une grande vitesse, puis il s'arrête. Donc là il y a un changement de vitesse, donc on a une accélération. Et tout le long cours du chemin, il y a une variation de vitesse et donc accélération. L'accélération, on la connaît. Voilà, la loi de l'accélération, elle vaut moins a oméga carré sinus oméga t plus phi. Voilà, et donc ce qui veut dire que là, on a moins kx est égal à moins m oméga carré a sinus oméga t plus phi. Voilà. Et donc là, vous voyez tout de suite que le k, bon, le x de t, on l'a. Hein. Le x de t, ceci, c'est tout ceci. Hein. Voilà. Donc, moins k, qu'est-ce qu'il vaut moins k? Il vaut moins k est égal à... Il suffit d'identifier, tout simplement. D'identifier. Moins oméga carré, qui est la pulsation propre. Et là, vous avez la pulsation propre, oméga 0 carré est égal à k sur m. Voilà, et je vais revenir à ça. Hein. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais avec les différentiels, comment on fait? Bon, pour un différentiel, il faut résoudre une équation différentielle qui est, il faut partir de la dynamique, hein, parce qu'on est dans un problème de dynamique, donc il faut faire intervenir l'équation voilà, de la dynamique. Et donc, on aura l'équation de la dynamique, somme des forces est égale à MA. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis la flèche au-dessus du sigma. C'est la somme des forces. Donc on repart sur cette même équation. Sur base de cette même équation. Alors les forces de rappel, on n'a qu'une seule, c'est moins kx est égal à quoi? Ben, m, et là c'est la dérivée par rapport à x, la dérivée seconde par rapport à x de dt carré. Ouais, vous reconnaissez ce que je viens de mettre à l'instant. Et simplement, ici, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'on a md carré x sur dt carré plus kx égale 0, ou si vous voulez, on va diviser on va dire que oméga 0 carré voilà, vaut k sur m. On pose ceci. Voilà, on pose ceci. Alors, pourquoi? Parce que je peux diviser par m. Si on divise par m, on a d carré x dt sur dt carré plus, alors là j'aurai k sur m, mais justement mon k sur x égale 0. C'est-à-dire qu'on a d carré x de t sur dt carré, voilà, plus oméga 0 carré x égale 0. Voilà, et on tente de résoudre cette équation différentielle, qui est une équation différentielle, voilà, où il manque... bon, elle s'écrit comme ceci plutôt. Hein, bon, je vais la réécrire. Donc vous la reconnaissez, hein, c'est une équation différentielle du second ordre, où il manque le premier ordre, d carré x sur dt carré, plus là on a 0 fois dx de t sur dt, plus oméga 0 x de t égale 0. Et donc vous voyez que c'est une équation différentielle du second ordre, où il manque le terme du premier ordre. Alors je vous rappelle que ceci c'est l'accélération, que ceci c'est la vitesse, voilà, et ça c'est l'élongation, donc vous voyez que ici je fais apparaître voilà tous les termes, accélération, vitesse et élongation. Élongation c'est le x de t. Voilà. Si vous dérivez x de t, vous avez la vitesse. Si vous dérivez la vitesse, vous avez l'accélération. Et inversement, si vous primitivez l'accélération, vous avez la vitesse. Si vous primitivez la vitesse, vous avez l'élongation. Donc il y en a un, il y a un chemin, ce sont les dérivés. Et alors on augmente l'ordre.
Parce que c'est là degré, on a, voilà, on a x, dérivée première, dérivée seconde, et dans l'autre sens, ben, voilà. Ici, c'est dérivé d'ordre 1. Hein, ici, et ça, c'est dérivé. Quand on dérive pas, c'est un dérivé d'ordre 0. On peut dire ça comme ça. Voilà, donc c'est comme si on avait un polynôme. Voilà, un polynôme de degré 2. De degré 2. Voilà. C'est comme si. J'ai bien dit c'est comme si. On a un polynôme de degré 2. Voilà. Alors, où il manquerait bien sûr il serait incomplet. Il serait incomplet, il manquerait le premier degré. Par exemple, voilà, on aurait le terme indépendant qui serait voilà, donné par oméga 0 x. Alors, à ça, il y a une. Voilà, on sait la résoudre. Mais ici, le but de la manœuvre, c'est pas de résoudre ça, parce que, je veux dire, ça me prendrait du temps pour le faire. Bon, ça prendrait, bon, 5-10 minutes, c'est pas ça. Mais, moi, ce que je voulais montrer, c'est tout simplement, parce que je le ferai dans une vidéo, hein. La résolution complète, je le ferai dans une vidéo, voilà, pour l'horizontale et la verticale. Parce que la verticale, là, le oméga 0, c'est plus K sur M, je vous le dis tout de suite, hein. Parce que je vous ai dit, la gravitation va intervenir pour le oméga 0. Alors, sachant cela, on sait que la pulsation propre dépend du système, de l'environnement et de la géométrie du système. Bon, ici c'est plus... Bon, quand on parle d'environnement, c'est quand il y a G qui rentre en jeu. Légèrement, c'est quand on a par exemple un pendule comme ça. Voilà, là le G intervient parce qu'on a T0 est dépendant de la longueur de pi racine de L sur G. Voilà, ici vous voyez qu'il dépend du système, parce que le système, la géométrie du système, c'est une tige de longueur L. Voilà. Alors, vous reconnaissez, je veux dire, une tige de longueur L, c'est comme si on avait, voilà, il partirait d'un centre O, voilà, c'est comme si on avait un MCUA qu'on a découpé, où la longueur serait le rayon. La longueur serait le rayon. Alors bien sûr, il ne va pas tourner, hein, justement le but, il va faire un mouvement harmonique. Il va pas tourner, il va pas tourner, il va faire un mouvement harmonique, il va aller revenir, aller comme ceci, avec des lois, voilà, de l'élongation qui était un sinus, la loi de la vitesse qui est un cosinus, la loi de l'accélération qui est de nouveau un sinus. Voilà, donc ici vous voyez que les paramètres du système, le T0, voilà, la période propre du système, elle dépend de la longueur. Voilà, si la longueur est grande, on va dire la période propre, elle est grande. Si voilà, le G il est constant en un lieu bien défini, mais si vous changez de lieu, par exemple sur la Lune, le G est plus petit, donc la période propre ça sera beaucoup plus grande. C'est inversement proportionnel à G, à racine de G. Racine de G. Donc si G diminue, ben, T0 augmente. Voilà. Mais si G augmente, T0 diminue. Voilà, c'est inversement proportionnel à la racine carrée de G. Par contre, ici, c'est directement proportionnel à la racine carrée de L. Si ça augmente, racine de L augmente, mais T0 augmente. Si racine de L diminue, T0 diminue. Donc, vous voyez que c'est le système qui va former la période propre. La période propre du système. Alors, maintenant, je vais voir, non pas parce que je ne suis pas en train de voir le pendule, mais je suis en train de voir, voilà, pour le ressort. Donc, on sait bien que oméga 0 carré vaut M sur K. K sur M, je crois que c'était K sur M. C'est K sur M, je m'excuse. C'est K sur M, oui, c'est bien ça. Il est là. Vous le voyez, K sur M, il est présent ici. Et donc, j'écrirai K sur M. Donc, on sait bien que la pulsation, c'est 2pi fois F0. Donc, attention que ça, c'est la pulsation propre, hein, qui est dépendante du système. Si vous avez mis un ressort de données avec une masse donnée, ça va vous donner une fréquence propre du système. Voilà. 2pi F0, 2pi F0 est égal à K sur M. Voilà, donc je peux trouver F0 qui vaut 2pi, voilà, 2pi, attention qu'ici c'est 2pi F0 au carré. Voilà, donc ce qui veut dire que là on aura 2pi F0 qui est égal à racine carrée de K sur M. Ou en d'autres termes, F0 vaut 1 sur 2pi racine carrée de K sur M. Voilà la fréquence propre, que vaut la fréquence propre. Maintenant on peut encore calculer la période propre.
Ça, c'est la fréquence propre. Ouais. Là, le premier, il vous donne la pulsation propre. La pulsation propre. Le second, il vous donne la fréquence propre. Et le troisième, ben, je vous rappelle que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, mais attention qu'il est au carré, K sur M. Donc, on aura, si j'inverse le tout, c'est T0 sur 2pi au carré, c'est égal à K sur M. Ouais, attention qu'il faut que j'inverse des deux côtés. Attention que si j'inverse d'un côté, je dois l'inverser de l'autre. Donc, c'est M sur K. C'est M sur K. Donc là, je l'inverse, c'est M sur K. Donc, on aura T0 sur 2pi est égal à la racine carrée de M sur K. Ce qui veut dire que la période propre vaudra 2pi racine carrée de M sur K. Ouais, voilà. Bon, maintenant, je pourrais le faire pour le pendule simple. Le pendule voilà, oscillant. Pendule simple oscillant. Pendule simple oscillant, qui est voilà, ceci qui va faire l'effet d'une balançoire ou d'un balancier, ou qui va basculer, voilà, et chaque fois faire un mouvement harmonique. Bon, ça, vous savez très bien que T0 est égal à 2pi racine, non plus de M sur K, mais où M est la masse et K la constante de raideur du ressort. Le système n'est plus le même, parce qu'ici, il y a le système extérieur, et là, on a un espèce de, voilà, de verticalité, donc la gravitation va intervenir, et la longueur. Voilà. Et donc, F0, c'est tout le contraire, c'est 1 sur 2pi racine de G sur L. Voilà. Et la fréquence propre, oméga 0, voilà, c'est 2pi F0. 2pi F0, ben, c'est racine carrée de G sur L. Et donc, ce qui veut dire que oméga 0 carré est égal à G sur L. C'est G sur L. Alors ça, c'est pour, bien sûr, le système pendule oscillant. Voilà. Oméga 0 vaut G sur L. Pendule oscillant, oméga 0 carré est égal à G sur L. Alors que pour le ressort horizontal, accroché à une masse M et de constante de raideur K, le oméga 0 carré vaut K sur M. K sur M. Alors ici, vous avez une propriété physique, là qui est la masse, du corps qui est accroché au ressort. Voilà, et là, on a une propriété physique qui est la longueur voilà, du pendule, la tige rigide du pendule. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a un facteur extérieur qui est voilà, la gravitation, qui est un facteur extérieur voilà, au système. Donc on a l'extérieur du système qui va agir sur le système ici. Alors là, le cas, ben, c'est parce que vous avez mis accroché un ressort qui est dépendant du ressort que vous voulez mettre, qui est en Newton-mètre. Voilà, en Newton-mètre. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle les pulsations propres du système. Aussi bien l'un pour le pendule oscillant et l'autre pour le ressort, on va dire, horizontal. Et donc, quand vous avez la pulsation propre en fonction du système, qui est soit K ou M qui est connu, ou G ou L qui sont connus, qui va vous donner une pulsation bien définie, voilà, en fonction du système, hein, des valeurs de G, de L, de K et de M. Si quand vous avez la pulsation carrée qui est définie, ben vous pouvez trouver la pulsation tout court. Il suffit de faire la racine carrée. Et vous pouvez trouver la fréquence propre et la période propre du système. Voilà. Bon, alors, petit détail voilà, un petit détail, une petite remarque que je ferai. Voilà. Bien sûr, je suis parti de quoi? Je vous ai dit, je ne vais pas le voir avec les équations différentielles.
Ici, on estime qu'on ne sait pas si on a un mouvement harmonique ou pas. C'est ça la différence. On fait abstraction de... On ne sait pas ce qu'on va voir comme signal. Voilà, on fait abstraction. C'est-à-dire que l'équation différentielle va nous ramener du cosinus et sinus. Hein. Il va ramener du cosinus parce que voilà, l'équation différentielle va vous donner voilà, une solution qui est en cosinus-sinus. Donc, il va vous ramener du mouvement harmonique ici. Voilà, en cosinus-sinus. Voilà. Par contre, ce que j'ai mis ici, voilà, ici, pas celui-là, sans équation différentielle, je pars du principe que, bon, l'accélération est de type harmonique. Par hypothèse, je me dis que j'ai un mouvement harmonique, et donc je me dis que je connais, voilà, l'élongation et donc l'accélération. Vous voyez, c'est ça la différence entre l'un et l'autre. Il y en a un, je me permets de dire que je connais l'élongation et donc son accélération. Par contre, dans l'équation différentielle, ben, on se dit qu'on ne connaît rien. On ne connaît rien. Voilà, l'équation différentielle, il faut justement rechercher, voilà, cet effet harmonique, il faut le trouver. Ce sinus et cosinus, il faut le trouver. Hein. C'est justement en résolvant l'équation différentielle qu'on l'a. Mais si je pars du principe, bon, je ne passe pas par les équations différentielles, bon, ça veut dire que il faut bien que je connaisse quelque chose. Sinon, si j'écris somme des forces égale MA, bon, si je mets pas quelques hypothèses, voilà, pour me simplifier la tâche, et notamment de se dire qu'on aura un effet harmonique, à ce moment-là, ça devient difficile. Bon, on ne connaît pas l'accélération, à ce moment on n'a que moins kx égale m, je ne vais pas faire d'identification. Il faut au moins que je puisse faire une identification en disant que j'ai un mouvement harmonique et donc que je puisse mettre voilà, le signal sinus au premier abord. Mais pour les équations différentielles, là, non. Vous faites comme si vous savez, vous faites en sorte que vous ne devez pas connaître la solution finale. Vous faites en sorte que vous devez faire abstraction que la réponse est un sinus. Simplement, il faut calculer. Et c'est le calcul de l'équation différentielle qui va vous ramener un cosinus-sinus et donc vous dire qu'à ce moment-là que vous avez un signal harmonique de par l'entremise de la résolution de l'équation différentielle. C'est à ce moment-là que, uniquement quand vous aurez résolu l'équation différentielle, que vous vous direz, là, à ce moment, bien qu'on le sait auparavant, vous le savez, bon, on sait bien qu'on a un signal harmonique, que le signal sera du sinus-cosinus. C'est pour ça que, d'ailleurs, même quelqu'un qui ne connaît pas les équations différentielles, il peut la résoudre ici tout de suite, parce que, voilà, le x de t, vous mettez un signal harmonique, vous allez trouver la solution. Je vous le dis tout de suite. Ou tout du moins une partie de la solution. Je vous remercie.